Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une nouvelle question, celle de François que j'ai reçue il y a déjà presque un petit mois, le 27 janvier, et qui m'a dit le message suivant par email. Bonjour Raphaël, j'ai une petite question sur ta stratégie des actions à dividendes. Donc je précise que François fait justement partie du Club Dividende, service dans lequel je partage toutes mes positions mois après mois. Est-ce que, selon toi, il est intéressant de vendre des positions du portefeuille qui ont réalisé une plus-value conséquente, quitte à les racheter plus tard quand leur PRU baissera? Donc, le PRU, c'est le prix de revient unitaire. C'est-à-dire que, par exemple, si tu achètes, on va dire, 10 actions pour 10 000 $, eh bien, ton prix de revient unitaire sera de 1 000 $ par action. D'accord? C'est à combien tu vas acheter une seule action. Ou à l'inverse, nous dit François, conseilles-tu de ne jamais vendre et de conserver à vie les positions, quelle que soit l'évolution du cours, sauf cas de baisse ou suppression du dividende? J'ai par exemple des actions BIP, que je bip, qui ont gagné plus 30% depuis novembre et je suis tenté de les vendre puis d'en racheter plus tard quand le cours aura baissé. Donc, on va voir 3 points suite à cet email de François qui est intéressant et qui, je pense, concerne beaucoup de personnes parce que potentiellement, suite au coronavirus, à ce crash qu'il y a eu sur le marché financier, vous avez été tenté d'acheter des actions en bourse qui avaient bien chuté et bien depuis, elles ont pris plusieurs dizaines de pourcents de performance, de plus-value et vous êtes tenté d'encaisser réellement cette plus-value, soit pour vivre avec, soit tout simplement pour investir dans d'autres positions. Donc, on va voir 3 points. Numéro 1, quelles sont les raisons de vendre réellement selon moi? Et on va voir que vendre parce qu'il y a une plus-value conséquente n'est pas forcément un argument pour moi pour déclencher un ordre de vente, sauf exception, on va le voir ensemble. Le deuxième point, c'est que là, François, ce qu'il nous fait, c'est potentiellement une recherche de timing. Il nous dit que peut-être il va réacheter plus tard quand le PRU, quand l'action plutôt aura baissé. On va voir pourquoi c'est dangereux de faire ça. Et le troisième point, c'est les 3 choses auxquelles on ne pense pas lorsqu'on déclenche un ordre de vente. Ça déclenche 3 choses qui sont vraiment pénibles en tant qu'investisseur et personne ne les considère ou trop peu de personnes. Donc, moi, déjà, ce que je ferais à la place de François, bien évidemment, c'est de conserver mes positions, peu importe la plus-value qui est affichée sur mon écran de bourse. Moi, personnellement, à titre perso, j'ai des actions qui ont plus 60, plus 70, plus 50% de plus-value. Ce n'est pas une raison pour moi pour les vendre, en tout cas pas à ces niveaux-là. Ce qui se passe avec François aujourd'hui, c'est que, voilà, ça le démange un petit peu. Peut-être qu'il a pas eu l'habitude d'encaisser ce genre de plus-value sur le marché financier. Peut-être que François est encore débutant sur le marché financier et il se dit, ah ouais, c'est magnifique, c'est beau, j'ai une belle performance, j'ai envie d'encaisser. Le problème, c'est que là, il est en train de faire un pari sur le futur. Le pari, c'est en fait de savoir oui ou non. Et là, il pense que oui, visiblement, c'est d'anticiper le fait que les positions pour lesquelles il va vendre seront moins chères dans le futur. Et c'est quand même un pari très risqué parce que justement, cette position lui a démontré justement que jusqu'à présent, elle s'est plutôt bien comportée, qu'elle a pu lui réaliser une plus-value quand même sympathique. Et pour autant, il espère, François, que plus tard, potentiellement, ces positions coûteront moins cher que ce qu'elles coûtent aujourd'hui. Donc là, encore une fois, c'est un piège qui, selon moi, arrive très souvent chez beaucoup d'investisseurs, c'est faire ce qu'on appelle la recherche de timing, c'est-à-dire toujours vouloir rentrer au bon moment, sortir au bon moment, acheter au bon moment. Des fois même, ça se joue à des centimes près sur l'achat d'une action. On se dit, on ne sait jamais, peut-être que demain, ça sera un peu moins cher. Et hop, et on se connecte, on voit que c'est un peu plus cher. Bref, tout ça, ça nous fait perdre beaucoup de temps, de l'énergie, du stress pour finalement des choses qui sont mineur dans une performance parce que je vais te sortir une étude que j'ai inscrite dans mon livre La magie des dividendes que tu peux retrouver dans la barre de la description. C'est un livre de 704 pages sur cette stratégie d'investissement en bourse dans des actions en dividendes. Et justement, à un moment, hop, avec le mot-clé timing, je devrais le retrouver rapidement, je parle d'une étude qui compare 3 investisseurs, Jane, Jack et John, si je dis pas de bêtises. On va la retrouver assez rapidement si vous me laissez quelques instants. On va plutôt taper Jeanne, parce que je me rappelle qu'il y avait une Jeanne, voilà, ici. Et en fait, une étude notamment, voilà, compare la performance de 3 investisseurs. On retrouve Jeanne qui investit chaque année au meilleur moment, c'est-à-dire au plus bas du marché, c'est-à-dire que Jeanne a toujours de la chance, elle investit au meilleur moment. On a Jack qui, lui, s'en fout, il est tranquille, c'est la force tranquille, il investit toujours le premier jour de chaque année. Et on a John qui, lui, se prend la tête. Non, pardon, qui ne se prend pas la tête, justement, qui investit, pardon, le pot au pire moment chaque année, c'est-à-dire au plus haut du marché. OK ? Ces 3 investisseurs, ils commencent à investir en 1977 pour 40 ans. Donc, c'est une étude qui est quand même faite sur une certaine durée de temps, donc qui est assez intéressante à analyser. Et ils investissent chaque année 10 000 $ dans des actions. Et on se rend compte que même avec 40 années de timing parfait, ce qui est dans la vraie vie totalement impossible, c'est impossible aujourd'hui, sauf si vous avez vraiment énormément de chance de toujours avoir le bon timing, on se rend compte que Jeanne, finalement, qui a toujours le meilleur timing, ne surperforme que très légèrement Jack qui lui n'a aucun timing. Vous le voyez ici, 9,3% en performance annualisée pour Jeanne, alors que Jack lui est à 9,1%
Alors que Jacques, bah, lui, il s'est pas embêté, il n'a pas stressé, il n'a pas perdu son temps, son énergie à essayer de rentrer toujours au meilleur. Et John, qui lui avait le pire timing, finalement, on se rend compte que, bon, voilà, par rapport à Jan, c'est comme 0,5%, ça fait beaucoup d'argent. On voit qu'il y a 4,3 millions ici et 3,5 millions ici, donc on parle quand même de 800 000 $, c'est beaucoup. Mais finalement, il faut surtout retenir la différence entre Jeanne et Jack. Là, on voit que ça fait un petit 200 000 $. Ce n'est pas négligeable non plus. Mais voilà, en prenant en compte le fait que trouver le bon timing est quelque chose d'impossible, est-ce qu'il faut vraiment essayer de le chercher? La réponse est bien évidemment non. Donc, pour répondre à François sur ce premier point, c'est racheter plus tard quand leur PRU baissera, c'est faire un pari sur le futur qui a très peu de chances de se produire. Et qu'est-ce qui se passe sur le PRU? Bah, finalement, si le cours de l'action, il augmente, il va en racheter pour moins d'actions avec le même budget et finalement, il aura fait une mauvaise opération. Donc, encore une fois, essayer d'anticiper l'avenir, c'est quelque chose qui ne sert à rien. J'en parle vraiment en long, en large, en travers dans ce livre. J'en parle à plusieurs reprises. Le but, c'est vraiment d'investir tout le temps, tous les mois. C'est ce que je vous recommande de faire. C'est ce que je fais moi personnellement. J'investis tous les mois, peu importe l'état du marché. Si le marché est haut, j'en achète un petit peu moins cher. Mais au moins, sur le long terme, je lisse mon prix de revient. Et si le marché est bas, j'en achète plus pour autant d'argent. Mais sur le long terme, au moins, ce qui se passe, c'est qu'on lisse ses prix de revient. Et surtout, pendant ce temps-là, on est positionné sur le marché. Et pendant ce temps-là, on encaisse des dividendes. Puisque ma stratégie, vous l'avez compris, c'est vraiment d'encaisser tous les mois, tous les trimestres, des dividendes qui sont croissants et réguliers. Et c'est justement tout l'objet de ce livre que vous pouvez retrouver dans la barre de description. Les raisons de vente. Alors, est-ce qu'une grosse plus-value, c'est une raison de vente? Je vous ai dit à l'instant que non, mais il y a quand même une exception. C'est vraiment s'il y a une très, très grosse plus-value. Et je vais ressortir encore une fois un passage de mon livre dans lequel je cite les différentes raisons pour lesquelles moi, personnellement, je peux être amené à revendre une position. Alors, laissez-moi le temps de la retrouver. Alors, tout à l'heure, j'étais dessus, j'ai vu, voilà, ici. Donc, ça va être dans le chapitre, chapitre quand revendre ses actions, assez logique finalement. Et dans ce chapitre, en fait, je vous cite une dizaine de raisons pour lesquelles moi, personnellement, je peux revendre une action. Raison numéro 1, changement de l'équipe directrice ou de PDG. Par exemple, on peut se rendre compte des fois que, suite à un changement d'équipe, ça ne prend plus du tout la même direction que celle qu'on avait anticipée lors de notre achat au début. Changement des fondamentaux et annonce de résultats décevants par rapport au prévisionnel. Les fondamentaux sont très importants. Il y a un chapitre entier dans ce livre où je vous partage mes 25 critères d'investissement. C'est extrêmement important de faire en sorte que les fondamentaux, ceux pour lesquels on a investi dans l'entreprise, soient toujours présents. S'il y a des gros problèmes financiers, s'il n'y a plus de croissance qu'espérée, s'il y a une baisse ou suppression du dividende, ça c'est quasiment systématiquement quelque chose qui me fait vendre une position. Si l'entreprise en question supprime ou baisse son dividende, ça sent très très mauvais. Et là, je vous ai mis des statistiques sur le fait que généralement, toutes les entreprises qui baissent leur dividende, ça pue. Si vous avez besoin personnellement de cash pour une autre opportunité qui présente un meilleur rendement, ça c'est votre décision propre à vous. Nécessité de cash tout court, là pour des raisons plutôt personnelles. Action largement surévaluée de façon absurde, dont la plus-value latente représente beaucoup d'années de dividendes. Donc là, c'est la seule raison pour laquelle je peux être amené à revendre une position avec une très grosse plus-value si la plus-value latente est vraiment énorme par rapport aux dividendes que je peux encaisser sur les prochaines années. S'il y a un procès avec la SEC ou d'autres entités, une perte d'avantage compétitif, c'est quand même ça ce qui fait que l'entreprise est puissante et leader de son secteur. Donc, si elle perd cet avantage compétitif, ça sent mauvais également. Un prix qui baisse de façon très importante, il faut savoir pourquoi ou tout simplement quand on s'est trompé. Donc, voilà, c'est une douzaine de raisons pour lesquelles je peux être amené à revendre une position en bourse, mais certainement pas parce que mon action ici, comme le dit François, a pris plus 30% depuis novembre. Donc, en plus, en 3 mois, ça peut paraître court, mais ce n'est pas une raison quand même pour revendre. Et surtout, le dernier point sur lequel je voudrais insister dans cette vidéo, c'est les 3 choses auxquelles on ne pense pas. C'est que quand on enclenche un ordre d'achat ou de vente, finalement, il faut penser à 3 choses. La première chose, c'est que ça va vous coûter de l'argent, des frais de passage d'ordre qui vont directement venir enrichir votre courtier. Donc, même si on a l'impression à chaque fois que c'est peut-être 1, 2, 3, 4, 5 $ ou 0,010% de frais sur un passage d'ordre, ce sont quand même des frais qui, mis bout à bout, représentent beaucoup d'argent. Et dans ce livre, justement, je parle de la puissance des intérêts composés dans le bon sens, mais j'en parle également dans le mauvais sens. C'est-à-dire que dans le mauvais sens, je parle des frais. C'est que les frais également subissent les intérêts composés et peuvent vous coûter énormément d'argent sur le long terme. Donc, je ne sais plus exactement dans quel chapitre j'en parle. C'est un très gros livre de 704 pages. Donc, c'était ici, je pense. Non, c'est pas ici. Bon, voilà, c'est un peu compliqué de se retrouver dans ce livre qui est vraiment très gros. Mais les frais également subissent ces intérêts composés et plus vous en payez et plus vous laissez d'argent sur la table qui investir aurait pu représenter beaucoup d'argent. La deuxième chose, c'est que enclencher un ordre de vente, ça déclenche
une comptabilité encore, on va dire, plus lourde parce que chaque année, quand on a des investissements, il faut réaliser une comptabilité. Et donc, plus il y a de lignes et plus ça va vous coûter cher en comptabilité, soit directement auprès d'un expert comptable, soit vous personnellement tout simplement, en temps à y passer pour éplucher chacune des lignes et déclarer dans votre déclaration de revenus ce que vous devez déclarer. Donc, bien évidemment, les courtiers aujourd'hui vous fournissent ce qu'on appelle l'IFU, un déclaratif de ce que vous devez déclarer au fisc français ou de votre pays. Mais généralement, les IFU, il faut quand même les vérifier parce qu'il peut y avoir parfois des erreurs qui sont quasiment systématiquement en votre défaveur. Donc, il faut retenir ça, c'est que ça entraîne de la comptabilité supplémentaire. La troisième chose, c'est que surtout, on déclenche une fiscalité. Donc, on encaisse une plus-value, mais on déclenche généralement également une fiscalité qui va venir grignoter vos bénéfices puisque tant que la plus-value, elle est latente, vous avez une plus-value papier, certes, mais qui n'est pas imposée. Par contre, à partir du moment où vous concrétisez cette plus-value en revendant vos positions et en encaissant du cash, des euros, des dollars, le fisc qui vient toquer et il veut sa part du gâteau. Donc, en fonction de votre pays, vous allez payer votre imposition. Donc voilà, à la place de François, très clairement, ce n'est pas du conseil, je ne suis pas habilité à le faire, mais à la place de François, moi, dans cette situation, je ne vends pas mes positions, je les conserve. Je suis content qu'elles aient pris la plus-value. Ça veut dire que potentiellement dans le futur, elles vont continuer à prendre de la valeur ces actions parce que l'entreprise démontre qu'elle elle se porte plutôt bien et que les investisseurs ont confiance en cette entreprise. Et pendant ce temps-là, je continue d'encaisser mes dividendes. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, une petite question si vous voulez que je réponde également à vos questions en vidéo. Petit pouce bleu, lisez bien la barre de description pour retrouver justement ce livre de 704 pages que je vous offre à prix coûtant. Vous le recevez chez vous, version papier ou version numérique, comme vous le souhaitez. Lisez également bien la barre de description pour retrouver le Club Dividende, le service dans lequel je partage tous les mois mes positions en bourse. Ensuite, libre à vous de vous en inspirer ou pas. D'ailleurs, François fait partie de ce service et bien d'autres choses dans la barre de description. Merci à vous, bonne journée et à très vite. Ciao, ciao.